Si vous devez créer une application qui fonctionne sur tous les appareils du monde, que ce soit les iPhones ou les Android, quelle est la meilleure stratégie pour vous en tant que créateur d'application? Est-ce qu'il vaut mieux créer l'application d'abord pour les appareils Apple avec les outils que propose Apple, le Swift, Xcode et tout ce qui va avec? Ensuite, développer une application pour les appareils Android avec les outils que propose Google, Android Studio, Kotlin et tous les outils qui vont avec? Ou est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser un outil multiplateforme qui va nous permettre de coder une seule fois pour toutes les plateformes avec des contraintes techniques et des fois des résultats finaux pour l'utilisateur qui sont légèrement moins bons puisqu'on n'a pas utilisé les outils officiels, on a utilisé des outils qui vont essayer de rassembler les fonctionnalités communes et le résultat final peut être des fois un peu inférieur. C'est la question que se posent tous les développeurs mobiles depuis le début. Moi, je code depuis 2008 et cette question, je me la pose régulièrement. Et je vous dis toujours, si vous suivez ma chaîne, vous devez le savoir, soyez pragmatique et non pas dogmatique. Qu'est-ce que j'entends par ça? Les marques, on s'en fout. Peu importe à quel point vous aimez Google ou Apple, peu importe à quel point vous aimez un outil spécifique que vous utilisez depuis longtemps et à quel point vous êtes formé à cet outil-là, vous devez savoir faire abstraction de tout ça pour trouver la solution idéale en termes d'efficacité pour vos utilisateurs, pour vos clients si vous développez des applications pour des tiers et même pour vous-même en tant que développeur. Vous devez prendre en compte les contraintes, les résultats et vous devez essayer d'ignorer au maximum vos préférences personnelles pour une marque ou pour une autre. Ce choix, il est important à faire et c'est une question que je me pose depuis des années et d'ailleurs si vous m'aviez posé la question il y a plusieurs années, j'aurais une réponse radicalement différente de celle que je peux avoir maintenant. Si vous m'aviez posé la question il y a plus de 5 ans de ça, je vous aurais dit sans hésiter, oublie le multiplateforme, le résultat il est dégueulasse. Prends sur du natif, oui, il va falloir coder 2 fois, mais le résultat vaut le coup pour les utilisateurs, parce que si tu utilises des technos multiplateformes, si tu utilisais des technos multiplateformes d'il y a 5 ans, 6 ans, le résultat, il était vraiment pas bon pour l'utilisateur. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, et en tant qu'utilisateur, on le voit, c'est pas agréable, c'est pas fluide, ça ressemble finalement à un site web, ça ressemblait beaucoup à un site web encapsulé dans une application. Et honnêtement, c'était vraiment pas ouf comme expérience. Il y a encore des applications à l'heure actuelle sur l'App Store qui utilisent ce genre d'outils. Et honnêtement, personnellement, en tant qu'utilisateur, je les supporte pas, ces applications, et elles m'énervent. Par contre, les outils multiplateformes, ils ont évolué. Maintenant, on a des résultats qui s'approchent de ce que l'on peut avoir avec du natif. Et donc, la question, on se la repose aujourd'hui. Est-ce que ces outils ont suffisamment évolué pour que maintenant, ce soit plus intéressant pour nous en tant que développeurs d'utiliser ce genre d'outils-là plutôt que des outils natifs officiels de chacune des plateformes? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je suis Maxime Brito, je crée des applications mobiles depuis 2008, donc ça fait un petit moment. J'ai commencé avec des applications grand public, j'ai ensuite créé des applications pour des entreprises, des associations, des villes, des pays. Donc je connais tous ces outils, je les connais très bien, je les utilise au quotidien, à la fois pour créer mes applications pour mes clients, mais aussi pour enseigner à mes étudiants. Puisque vous devez aussi me connaître depuis Purple Giraffe, l'école en ligne que j'ai créée il y a 7 ans maintenant pour vous apprendre à devenir développeur comme moi et à créer des applications pour tous ces clients. D'ailleurs, ce mois-ci, pour la nouvelle année sur Purple Giraffe, on a fait une offre spéciale pour les nouveaux abonnés, 1 mois entier gratuit. Ça vous permettra de tester tous les cours sur le Swift, sur Kotlin, sur Flutter, tous les cours que l'on peut avoir sur Purple Giraffe, même les cours avancés de Clean Architecture, tous ces cours qui sont faits pour devenir expert, pour vous permettre de devenir développeur comme moi. Mais tout ça, ils sont gratuits ce mois-ci. Vous pourrez même avoir le coaching, me poser des questions en direct. Tout ce que les gens qui payent ont habituellement, vous l'avez gratuitement si vous abonnez ce mois-ci pendant 1 mois. Vous pouvez devenir vraiment très très bon pendant 1 mois si vous êtes sérieux, que vous suivez tous ces cours-là. Et pourquoi je fais ça? Parce que je suis persuadé que vous allez tellement kiffer ces cours et de progresser que vous voudrez rester et que j'espère que vous paierez les mois suivants d'abonnement. Et puis si vous le faites pas, si vous décidez de partir avant la fin du mois, il n'y a pas de problème, vous aurez rien payé, vous aurez quand même beaucoup progressé et ça sera mon cadeau pour moi de la nouvelle année. Mais je suis sûr que vous allez vouloir rester et nous rejoindre dans la communauté parce que vous allez kiffer ça. Voilà, c'était l'instant promo, on va pas rester plus longtemps là-dessus, on va attaquer la question du jour. La question de cette nouvelle année 2025, c'est aujourd'hui, en janvier 2025, est-ce qu'il vaut mieux utiliser les outils natifs de chacune des plateformes pour créer nos applications mobiles ou est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser un outil multiplateforme? Alors pour répondre, il faut définir déjà outil multiplateforme. Il en existe plusieurs, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Pour moi, il y a 3 caractéristiques qui sont essentielles au minimum pour que l'outil soit éligible à la discussion. Tous ceux qui n'ont pas ces 3 caractéristiques-là, vous les oubliez. Première caractéristique, il faut que ce soit un outil avec des reins solides. Qu'est-ce que j'entends par des reins solides? On part d'un outil qui est extrêmement complexe à développer. Il faut qu'il soit capable
de générer du code compatible avec Apple et Google, avec toutes les mises à jour qu'il y a régulièrement chez Apple et Google. Il faut que ça marche partout, dans tous les cas particuliers. Chacun des outils natifs est déjà ultra complexe. Ce genre d'outil, il est encore plus puisqu'il doit gérer les deux autres. Il doit être mis à jour régulièrement. Ça coûte une fortune à développer et à maintenir ce genre d'outils. Donc tous les derniers outils à la mode qui sortent, qui viennent de sortir, des nouveaux projets open source, moi je vous conseille d'attendre un peu avant de vous en servir. Essayez de prendre des marques bien installées avec des grosses entreprises derrière qui peuvent se permettre de dépenser des centaines de milliers de dollars par an pour avoir des équipes qui gèrent ces outils-là, qui sont réactifs dès que Apple ou Google sont dans une mise à jour. Et il faut aussi que l'outil soit assez solide pour avoir beaucoup d'utilisateurs, pour être sûr qu'il ne sera pas abandonné. Alors on peut jamais être sûr de ça, mais on va augmenter la probabilité que cet outil ne disparaisse pas rapidement en prenant des gros outils qui sont utilisés par beaucoup de projets actuels. Et donc, voilà, faites ce choix en conséquence. Deuxième règle à prendre en compte, il faut que l'expérience développeur soit excellente. Il faut que vous soyez aussi productif avec cet outil-là que si vous aviez utilisé un des outils natifs. Alors, en partant du principe que vous maîtrisez bien le langage et la techno, bien sûr, toute la phase d'apprentissage, vous serez moins performant, bien sûr, si vous connaissez déjà une autre plateforme. Mais une fois que vous aurez appris l'outil, il faut que vous soyez aussi efficace pour créer vos applications que si vous étiez dans un environnement natif proposé par Apple ou Google. Et bien sûr, là-dedans, il y a aussi la documentation. Quand je vous dis qu'il faut que l'outil soit bien fait en termes d'outils, il faut que la documentation soit bonne, qu'elle soit à jour, que vous soyez capable de vous former rapidement et d'être efficace là-dessus. Même si c'est en partie mon boulot en tant que formateur, vous devez aussi avoir les bonnes ressources par le créateur de l'outil. Et moi, je dois les avoir aussi en tant que développeur, bien entendu. Et dernier point, qui pour moi est le plus important de tous, vraiment, il faut que le résultat final pour l'utilisateur soit bon, similaire à ce qu'on aurait si on l'avait développé en natif. Ok, donc un outil bien installé, des fonctionnalités pour les développeurs qui sont bonnes pour que vous soyez productif en créant vos applications avec cet outil multiplateforme. Et le résultat final doit être excellent pour l'utilisateur. Il ne doit pas pouvoir faire la différence. Et quand je dis il ne doit pas pouvoir faire la différence, je parle de 90% des utilisateurs, même 95%. Les geeks ou développeurs d'applications qui, eux, connaissent les ficelles du truc et arrivent à déceler les différences en cherchant, ça, c'est pas une question. Vous n'allez pas flouer des experts, vous n'allez pas faire croire à des experts que vous avez utilisé l'outil natif. Par contre, le but, c'est que 90% des utilisateurs, vos parents, les utilisateurs lambda qui ne sont pas des informaticiens, qui ne sont pas des développeurs mobiles, eux, ils doivent pas faire la différence. Ça doit être ultra agréable, ultra fluide, ultra agréable à utiliser. Voilà. Et si vous arrivez à avoir ce genre d'outil-là, alors on réfléchit et on se dit, est-ce qu'il vaut mieux utiliser ce genre d'outil ou alors utiliser des technos spécifiques à la plateforme? Ma réponse en 2025, c'est que pour 90% des applications, il vaut mieux, à l'heure actuelle, utiliser un outil multiplateforme qui a ces trois caractéristiques-là. Alors je sais que cette réponse, elle va pas plaire à beaucoup de développeurs natifs. Je sais, j'ai été un développeur natif pendant très longtemps. Je le suis encore pour certains projets clients qui veulent vraiment du natif. Mais il y en a de moins en moins des clients comme ça. À l'heure actuelle, en tant que développeur, on me sollicite beaucoup pour des technologies multiplateformes. Mais c'est normal. C'est normal puisque les outils multiplateformes ont tellement évolué. Avec ces trois caractéristiques, on a maintenant des résultats qui s'approchent énormément du natif. Et pour 90% des cas, ça vaut plus le coup d'utiliser ça. Alors, quels sont les inconvénients de ces outils multiplateformes et pourquoi c'est pas 100%? Et pourquoi, même avec cette règle-là, dans certains cas, vous allez faire justement tomber dans les 10%. En prenant un outil multiplateforme, généralement, vous aurez une grosse partie de l'ergonomie qui sera la même pour toutes les plateformes. Ça veut dire que l'utilisateur aura la même application, qu'il soit sur un iPhone ou sur Android. Alors que l'ergonomie, normalement, n'est pas censée être la même. Les dogmes de design de Apple et de Google sont pas les mêmes, et donc on n'est pas censé avoir la même ergonomie sur chacun des deux. Donc ça, c'est une première limitation. C'est pour moi la plus grosse qui y est à l'heure actuelle. Les outils en tiennent compte, ils font des petites adaptations dans le code que vous générez pour que la navigation change un petit peu, les barres de navigation. Il y a plusieurs choses qui sont faites automatiquement. Vous pouvez aussi, vous, en tant que développeur, avec ces outils, déceler la plateforme sur laquelle vous êtes et faire une interface différente à chaque fois avec des petits réglages ou des gros changements si vous le souhaitez. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez le temps à investir là-dedans. Mais en tout cas, c'est possible. Mais par défaut, vous aurez la même ergonomie pour les deux. Ça, c'est le plus gros inconvénient. En termes de performance, on dit toujours que les technos multiplateformes sont moins performantes que les technos natives. C'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Avec des outils récents, et notamment des outils qui génèrent du C++, on a des performances qui sont vraiment très similaires. La différence, elle est négligeable, et les utilisateurs ne la verront pas.
La vraie différence, elle va être sur la qualité du code que vous allez produire. C'est-à-dire qu'on peut faire une application très lente en faisant un outil natif et une application très performante en utilisant un outil multiplateforme. Hein. La vraie différence, elle est plus au niveau de l'outil. Ça a été le cas pendant longtemps lorsqu'on utilisait des technos basés sur le web principalement, où on avait un moteur web et des rechargements de pages blanches, etc. Oui, c'est vrai que là, même en codant bien une page web, dans certains cas, on avait des résultats qui étaient pas ouf. Ça a beaucoup évolué. Et maintenant, on a des outils qui génèrent du code utilisateur qui est fluide, qui est agréable. Et encore une fois, je parle des utilisateurs normaux. Si vous prenez des spécialistes qui connaissent par cœur la vitesse d'animation entre les fenêtres, qui arrivent à voir la différence entre les deux, et là peut-être vous allez voir des différences. Probablement, mais honnêtement, qui s'en préoccupe? Les spécialistes, c'est pas votre cible. Ça représente une infime partie de vos utilisateurs. On va cibler pour que 80-90% des gens ne le voient pas, cette différence, ne la voient pas, et qu'ils aient un résultat qui leur convienne. Parce que, on a parlé des inconvénients, là, c'est les deux, hein, ergonomie. Ensuite, on a les performances, mais honnêtement, je pense que c'est plus vraiment un problème de performance avec les outils récents. Un autre problème, ça va être les fonctionnalités spécifiques à chaque plateforme. On a chaque plateforme, et notamment Apple, qui propose des choses très très poussées sur chacune des choses. On en parlera, il y a des solutions pour ça aussi, même avec les outils multiplateformes. On va en parler par la suite. Mais par contre, au-delà de ces trois inconvénients, quels sont les avantages? Il y en a un principal. Vous allez coder une seule fois pour les deux plateformes. Donc je vais vous prendre un exemple concret. Si un client vous paye 10 journées de développement, il vous dit voilà, moi je peux te payer 10 journées et pas plus. On a toutes ces fonctionnalités-là à faire. Je sais que tu pourras pas toutes les faire en 10 jours, mais fais-en le plus possible et je veux qu'elles soient bien faites. Ça, c'est les contraintes de votre client. Il vous dit, voilà, j'ai 10 jours, je vous fais confiance pour en faire le plus possible. On va pas décider à l'avance de ce que vous devrez faire. Vous avez 10 jours. Si vous partez sur du natif, vous allez faire 5 jours sur iOS et 5 jours sur Android. Normalement, hein, si vous êtes aussi performant dans les deux, vous allez passer 5 jours sur l'un et 5 jours sur l'autre. Si vous prenez un outil multiplateforme, en théorie, à part les petits réglages de projet, allez, vous allez passer 9 jours et demi sur les deux, et juste une demi-journée pour les petits réglages de fin sur chacune des plateformes. D'après vous, combien il aura de fonctionnalités bien faites à la fin des 10 jours, si vous prenez l'une ou l'autre? Vous allez quasiment avoir le double. Donc les inconvénients dont on a parlé, l'ergonomie commune, je ne vais même plus parler des performances, parce que je suis sûr que c'est plus un sujet. Et les fonctionnalités spécifiques que vous ne pourrez pas mettre à chacune des plateformes, est-ce que ces inconvénients-là, ils sont plus embêtants que d'avoir la moitié de fonctionnalités? Parce qu'elle est là la question. Bien sûr, si vous avez des ressources infinies à un temps infini, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, hein, on va se dire, mais non, on va toujours le faire en natif, c'est mieux, le résultat il sera meilleur, oui. Mais, à part si vous êtes une multinationale avec un budget énorme et 2 équipes complètes pour chacune des plateformes, si vous êtes un indépendant ou une petite équipe et que vos clients ont un budget limité, ce sera beaucoup mieux pour votre client et pour les utilisateurs finaux d'avoir une application complète, parce que dans le temps que vous aviez, vous avez développé des fonctionnalités, vous avez géré des petits bugs, vous avez proposé une ergonomie vraiment sympa, plutôt que de diviser le temps par deux et d'essayer de faire le plus possible en la moitié du temps. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, si vous avez des outils qui ont enlevé tout le problème des performances finales de l'application, on a une belle application qui fonctionne bien pour les utilisateurs, les outils multiplateformes, honnêtement, c'est une super alternative. Alors maintenant, on va parler du cas des 10%. Pourquoi est-ce que je vous ai dit au début que c'est 90% des applications dans lesquelles on va avoir besoin, enfin on va pouvoir prendre du multiplateforme, et dans 10%, il vaudra mieux partir sur du natif. On sait que les outils multiplateformes ont du mal à proposer les fonctionnalités spécifiques à chacune des plateformes. C'est normal, puisque c'est un outil commun. Donc lorsque Apple va sortir un principe de widget, de notification avancée, de live activities, d'Apple Watch, etc. On va beaucoup parler d'Apple dans cette partie-là, parce que Apple, c'est une plateforme où les utilisateurs sont généralement des fans qui ont beaucoup d'appareils et qui aiment bien avoir une bonne intégration entre les deux, avec des fonctionnalités très spécifiques à ce monde-là. Et donc, en tant que développeur, ça peut être intéressant de les gérer correctement. C'est vrai aussi sur Android, mais c'est quand même moins marqué que sur Apple. C'est pour ça que je parle beaucoup d'Apple. Ok, donc si on veut développer ce genre de choses, est-ce qu'on peut le faire avec des outils multiplateformes? Eh bien, pour beaucoup de ces choses-là, oui. Pour énormément. Je pense par exemple aux widgets, aux live activities, aux notifications avancées, tout ce que je vous ai dit, CarPlay, Apple Watch, tout ça, on va pouvoir le faire parce que la façon dont Apple l'a codé, c'est que
toutes ces fonctionnalités dont je viens de vous parler, elles sont pas dans l'application principale. Ce sont généralement des extensions qu'on va ajouter dans le projet Xcode. Ce sont des mini-applications séparées de l'application principale que vous allez intégrer dans votre projet Xcode et que vous allez coder en Swift. Et si vous utilisez un outil multiplateforme performant et un bon outil multiplateforme, il va vous donner accès à ce projet Xcode et vous pourrez coder ces extensions sans problème. Il faudra juste trouver un moyen de partager les données entre votre application normale et ces mini-applications. Ça peut passer par des user defaults, par exemple, des shared preferences sur Android. Vous avez une base de données peut-être que vous pouvez créer en local, des fichiers JSON que vous pouvez enregistrer depuis l'application principale qui seront lus par ces mini-applications, ces mini-extensions. Il y a plein de solutions qui existent. Donc vous pouvez très bien faire votre application avec un framework multiplateforme et créer ces extensions en Swift, si vous connaissez le langage, pour proposer à vos utilisateurs Apple ou Google ce qu'ils auraient pu avoir avec l'outil natif. Donc vous avez le meilleur des deux mondes et c'est vraiment une excellente solution. Et donc on n'est pas encore dans les 10%. Les 10% qui restent, c'est si vous avez une application très spécifique sur un besoin vraiment précis. Je vous prends un exemple. Vous créez un lecteur vidéo. Vous travaillez chez Netflix, chez Amazon Prime, chez, je sais pas, peu importe, Canal+, Molotov, peu importe, n'importe quel éditeur de vidéo. Dans ce cas-là, vous êtes sur une fonctionnalité principale spécifique. Et là, vous allez passer beaucoup de temps à créer des espèces de bridges pour aller chercher les fonctionnalités spécifiques que propose la plateforme. Parce qu'il y a un lecteur vidéo dans la plupart des kits multiplateformes, il a plein de fonctionnalités, mais il a peut-être pas toutes les fonctionnalités que vous avez besoin pour vraiment exploiter le mieux de cette fonctionnalité spécifique. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut valoir le coup de rester sur du natif et d'avoir les outils de chaque plateforme pour être sûr de correctement vous intégrer avec la plateforme. Vous pourriez le faire en multiplateforme, mais tout le temps que vous allez passer à intégrer du code natif et à le faire marcher avec votre code multiplateforme pour avoir toutes ces fonctionnalités spécifiques, ben, du coup, le ratio, il est beaucoup moins intéressant. Parce que vous n'allez pas profiter de ce que vous propose la plateforme. Donc, je vous ai pris l'exemple des vidéos, mais ça va être aussi le cas pour des choses très spécifiques. Vous faites une application de cartographie GPS, peut-être que là aussi, c'est une application de navigation, ça peut se discuter. Et encore, je suis pas sûr. Mais voilà, pour des applications très précises où on a une fonctionnalité qu'on va exploiter à fond, là, et bon, bien sûr, du coup, il faut avoir une vraie équipe derrière pour faire les deux versions, hein, on est d'accord. Et dans ce cas-là, ça peut se discuter. Mais pour tous les autres, c'est pour ça que je vous ai dit 90% des cas, 90% des applications qui sortent à l'heure actuelle sont des applications qui vont appeler des web services, qui vont afficher des listes, qui vont afficher du texte, des images, du contenu qui est, honnêtement, on fera pas la différence entre une multiplateforme et du natif. Honnêtement, que ce soit du e-commerce, du réseau social, toutes ces choses-là, vous pouvez très bien les faire avec un kit multiplateforme. Je sais que cette vidéo, elle va pas plaire à beaucoup de développeurs qui font du natif depuis longtemps, qui n'ont pas envie d'arrêter de faire du natif et de faire du multiplateforme. Je sais qu'on va se fâcher, mais c'est pas grave. Je dis les choses comme je le pense. J'ai fait partie de ces développeurs natifs pendant des années. Et si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, est-ce qu'il vaut mieux faire du natif ou du multiplateforme? Je vous aurais dit du natif. Tu touches pas le multiplateforme, c'est pourri. Parce que c'était pourri il y a 5 ans. Ça a beaucoup changé. Quels sont les outils que je vous recommande en multiplateforme à l'heure actuelle? Alors, je voulais pas recommander des outils précisément. Je vous ai dit des points à prendre en compte. À l'heure actuelle, bien sûr, vous devez savoir que je vais vous parler de Flutter parce que c'est l'outil que j'utilise et que je l'adore. Pour moi, il répond à ces 3 et bien plus, à ces 3 caractéristiques dont on a parlé avant. Il est bien installé, il est géré par Google et il finance tout le développement de l'outil. Et il y a beaucoup d'applications qui s'en servent, notamment des grosses applications. L'expérience développeur, elle est ouf. Honnêtement, c'est ultra productif pour moi. Je vais très très vite pour développer mes applications et c'est un super outil. Et le résultat final, il est excellent pour les utilisateurs. Donc pour moi, il a les 3 caractéristiques. Il y en a plein d'autres dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet. Il existe d'autres outils et c'est pas le seul Flutter. Vous pouvez utiliser React Native. J'ai entendu plein de bonnes choses sur React Native. J'ai aussi entendu des mauvaises choses, mais il y a toujours des gens qui vont râler après des projets ou d'autres. Je pense que c'est un bon outil. Il y a aussi Kotlin multiplateforme. Beaucoup de personnes en parlent. Je ne sais pas s'il est autant utilisé que Flutter ou React Native, mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne alternative. Je l'ai pas testé personnellement, c'est pas une recommandation personnelle, mais je vous invite à vous renseigner sur quel est le meilleur outil pour vous. Voilà, il y a au moins ces 3-là. Il y en a peut-être d'autres, mais attention, n'allez pas dans des petits projets qui viennent de sortir, qui sont un peu à la mode, parce que ces petits projets, il n'y a pas de garantie qu'ils vont rester en vie pendant longtemps, parce que je vous ai dit, ce sont des projets qui sont durs à maintenir pour les développeurs de ces projets-là. Et voilà, peut-être qu'un jour ils vont abandonner, donc il vaut mieux prendre des outils qui sont déjà bien installés. On va laisser les autres essuyer les plâtres. Et puis une fois que ces nouveaux outils sortants auront fait beaucoup de progrès et qui seront bien installés, peut-être que là on pourra s'y intéresser. Il y a aussi la question du no-code. On a plein d'outils no-code qui font les mêmes choses.
Pour le no-code, je ferai une vidéo dédiée, mais je peux déjà vous dire, si vous êtes un développeur expérimenté, c'est pas toujours une bonne idée de partir sur du no-code. Si vous êtes une personne qui n'êtes pas un développeur, vous voulez vous lancer dans la création d'applications, vous hésitez, ou vous connaissez un petit peu le développement, mais vous n'êtes pas un expert en développement, dans ce cas-là, le no-code, ça peut être intéressant. Mais en tant que développeur expérimenté, je trouve personnellement, j'en ai testé pas mal des outils no-code, je trouve ça intéressant dans l'idée parce que ça permet à des gens non développeurs de créer des applications et ça c'est génial. Mais en pratique, en tant que développeur, on est quand même souvent frustré de devoir tout faire à la souris plutôt que d'aller vite avec notre clavier lorsqu'on est performant et qu'on a l'habitude. Maintenant après, chacun fait ses choix et puis je ferai une vidéo dédiée sur le no-code. Voilà, vous avez mon avis sur la stratégie générale et sur les outils à utiliser. Maintenant, ce que je vous recommande vraiment, c'est de profiter de l'offre qu'on a sur Papel Giraffe pour venir nous rejoindre, me rencontrer sur les coachings de groupe, sur les meet-up, sur ce qu'on va avoir ce mois-ci. Vous n'avez rien à payer. Je vous dis, en ce moment, on a une promo. Vous avez un mois gratuit à partir du moment où vous allez vous inscrire et c'est valable pendant les prochains jours. Donc, ne traînez pas. Si vous regardez cette vidéo dans longtemps, je suis désolé. Ce sera peut-être déjà plus le cas, mais vous pouvez toujours payer l'abonnement mensuel pour nous rejoindre. Je suis convaincu qu'il vaut le coup. Et d'ailleurs, je suis sûr que après nous avoir rejoints et après avoir commencé à progresser, que ce soit en techno multiplateforme ou en Suisse, si vous choisissez, parce qu'on a tous les types de cours sur Papel Giraffe, vous aurez envie de rester, c'est certain. Et j'ai vraiment envie de vous rencontrer. J'espère que vous franchirez ce cap et qu'on se reverra en direct, qu'on pourra parler, que je parlerai pas à une caméra, mais que je vous parlerai à vous sur Zoom lorsqu'on fera nos coachings. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous l'avez aimé et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir plein et on va tous progresser ensemble. Happy coding!